Bonjour à toutes et à tous. Bon mercredi midi. Merci d'être avec nous pour cette midi-conférence organisée par l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire Raoul Dandurand. Je m'appelle Mylène de Repentigny-Corbeil et je suis la coordonnatrice de cet observatoire. Il y a déjà 10 ans, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord étaient le terrain de mobilisation révolutionnaire. Portés par des idéaux démocratiques et de liberté, des milliers de manifestants et manifestantes descendaient dans les rues, créant ainsi un mouvement populaire historique. Tout a commencé en Tunisie, à Sidi Bouzid plus particulièrement, suite à l'immolation d'un marchand de fruits et de légumes de 26 ans, Mohamed Bouazizi. Quelques jours plus tard, Ben Ali démissionnait. Rapidement, d'autres pays ont suivi. En Égypte, la place Tahrir a été prise d'assaut par des milliers de jeunes et moins jeunes, appelant à la démission de Hosni Moubarak après 30 ans au pouvoir. Au Yémen, des manifestations similaires ont mené au départ d'Ali Abdallah Saleh après 33 ans au pouvoir. En Libye, c'est le dirigeant Kadhafi qui a été renversé et par la suite assassiné après 41 ans au pouvoir. Pourtant, 10 ans plus tard, le bilan est loin d'être positif. Seule la Tunisie a réussi une transition démocratique et des changements politiques relatifs aux libertés individuelles. En Égypte, on assiste à une augmentation des arrestations politiques. Au Yémen, c'est une guerre meurtrière qui sévit depuis 2014. Selon l'ONU, 80% des habitants et habitantes dépendent de l'aide pour survivre. En Libye, c'est une guerre civile qui a suivi le départ de Kadhafi et le processus de démocratisation est loin d'être enclenché. Même en Tunisie, des relents d'autoritarisme sont perceptibles. Quels facteurs peuvent expliquer cet échec? Quel constat peut-on dresser 10 ans plus tard? Quelles sont les perspectives d'avenir et peuvent-elles être heureuses? C'est pour répondre à ces questions et bien d'autres que nous accueillons aujourd'hui Milou Chinoufi, professeur au Collège des Forces canadiennes de Toronto et spécialiste des relations internationales et du Moyen-Orient et de la politique au Moyen-Orient. La conférence durera environ 50 minutes, puis sera suivie d'une période de questions d'une trentaine de minutes. Tout au long de la conférence, vous n'avez donc pas à attendre la fin de la conférence, vous pouvez poser vos questions dans la boîte prévue à cet effet en bas de la page. Sans plus tarder, je vous laisse la parole, M. Chinoufi. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce midi. Bien, merci beaucoup, Mylène, pour l'introduction. Merci à l'Observatoire de m'avoir si cordialement invité, encore une fois, pour partager un certain nombre d'analyses et de perspectives sur des sujets importants. Je remercie aussi les personnes présentes d'avoir pris de leur temps pour prendre part à cet événement. Alors, j'ai préparé un support visuel que je vais partager de telle sorte qu'on puisse suivre ma présentation au fur et à mesure qu'on suit le support visuel. Donc voilà. Alors, l'idée derrière ma présentation aujourd'hui est de partager avec vous une perspective sur ce qui s'est produit en Afrique du Nord et au Moyen-Orient et de dire que le printemps arabe a connu trois phases. Trois phases dont la troisième dure encore aujourd'hui. Et c'est à travers ces trois phases que je vais essayer donc d'expliquer à la fois la genèse du mouvement, les raisons de ces succès, de ces échecs et les leçons qu'on peut en tirer. Alors, si je devais commencer par la première phase, eh bien, c'est une phase qui a été extrêmement courte. On peut la situer les 2 premiers mois de 2011, après les événements qui se sont produits en Tunisie en décembre 2010. Et les manifestations qui ont conduit à la chute du président tunisien et ensuite à la chute du président Moubarak correspondent, à mon sens, à la première phase du printemps arabe. Après cela, c'est-à-dire à partir des événements en Syrie et plus important encore, les événements en Libye, nous sommes tout de suite entrés très rapidement dans une nouvelle phase qui est la deuxième, qui va durer jusqu'à 2019. Et après, donc, la troisième phase. Alors, sur la première phase, je souhaiterais emprunter une analyse conjoncturelle qui avait été faite par une universitaire américaine très tôt, en 2011. L'article a été publié en 2012, dans lequel elle a essayé donc d'expliquer ce qui s'était produit. Comment se fait-il que des présidents qui étaient en poste depuis si longtemps, qui avaient un pouvoir si bien assis, soient déchus
de cette manière-là à travers une volonté populaire. Et je crois que l'explication qu'elle donne, bien que son analyse soit conjoncturelle, donc elle manque de la profondeur historique, son analyse conjoncturelle mérite l'attention. Et puis, elle nous dit que la première raison qui explique le succès au début du printemps arabe, c'est que les manifestations étaient massives. Et parce que les manifestations étaient massives, techniquement, la répression est impossible. Si vous discutez avec des services de sécurité, ils vont vous dire que les foules, au-delà d'une certaine taille, il est difficile donc de les disperser. La deuxième raison, c'est que c'était des manifestations non violentes. Et les manifestations non violentes ont tendance à ne pas donner de justificatif à la répression. Donc, on ne peut pas répondre à des manifestations massives et non violentes par la répression, sauf si on accepte de commettre un bain de sang. Troisième élément important, c'est que les slogans qui étaient scandés par les manifestants, que ce soit en Tunisie ou plus encore en Égypte sur la place Tahrir, c'était des slogans post-idéologiques. Qu'est-ce que cela signifie? Tout le monde sait, en tout cas ceux et celles qui s'intéressent à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, que politiquement, les sociétés qui habitent de cette région du monde sont profondément polarisées entre deux grands pôles idéologiques et politiques. D'un côté, vous avez ce qu'on appelle les modernistes, dans lesquels on trouve la tradition nationaliste anticoloniale, dans laquelle on trouve aussi les aspirations démocratiques à travers les mouvements démocratiques, les mouvements féministes, etc., qui, chacun à leur manière, porte un projet moderne dans ces sociétés-là. Et puis vous avez un deuxième pôle qui est plus conservateur, qui est dominé donc par l'islamisme. Et bien sûr, je crois que tout le monde qui m'écoute ici connaît la distinction entre l'islam, qui est une religion, et l'islamisme, qui est une idéologie politique, deux choses complètement différentes. C'est-à-dire qu'on peut très bien être musulman et ne pas être islamiste. C'est le cas d'ailleurs du pôle moderniste dans cette partie du monde. Et donc, ce deuxième pôle donc, a un projet complètement différent qui est fondé sur des considérations plutôt théocratiques. Donc voilà, c'est très schématique comme présentation, mais c'est vrai que ça nous permet de comprendre la polarisation idéologique principale dans cette région. Eh bien, pendant le printemps arabe, les slogans n'étaient pas idéologiques. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des slogans qui allaient donc dresser une partie de la population contre une autre sur le long de la ligne de fracture idéologique. C'était des slogans qui revendiquaient donc une meilleure gouvernance, moins de corruption, plus de dignité, un gouvernement représentatif, etc. Bref, des revendications dans lesquelles pratiquement tout le monde peut se reconnaître et qui faisaient l'unanimité. C'est un élément extrêmement important parce que l'échec du printemps arabe ailleurs qu'en Tunisie ensuite s'explique aussi par le fait qu'on est passé de ces slogans rassembleurs, post-idéologiques, à d'autres slogans dont il sera question un peu plus tard dans ma présentation. Quatrième élément explicatif avancé par cette universitaire américaine, c'est l'effet de surprise. Alors, l'effet de surprise, c'est déployé, si vous voulez, sur deux fronts. Sur le front interne, les gouvernements ou les gouvernants ont été surpris par ces mouvements massifs de mobilisation populaire, puisque pendant très longtemps, l'hypothèse qui était faite dans la région et ailleurs, chez les analystes et les observateurs, était que politiquement, c'est une région qui est apathique et qui n'est pas capable de mobilisation de masse. Donc, les systèmes politiques peuvent se reproduire à un tel point qu'en Égypte, on préparait le fils du président pour prendre la relève. Eh bien, il y avait un effet de surprise assez important qui a fait en sorte que la réaction, il n'y avait pas eu suffisamment de temps pour les systèmes politiques de réagir, et donc ça a contribué à la chute des présidents en Tunisie et en Égypte. L'effet de surprise s'est déployé aussi sur un autre front, et c'est le front, si vous voulez, régional ou international, puisque cette région-là obéit à un ordre régional de domination que je vais détailler un peu plus dans un moment, et donc les pouvoirs politiques internationaux et régionaux
qui profitaient de l'ordre régional ont été également surpris par ce mouvement massif. Je reviendrai sur ce deuxième élément dans un moment. Le dernier facteur explicatif que professeur Bélin a avancé est un élément qu'on oublie très souvent d'évoquer lorsqu'on analyse le printemps arabe. Et c'est le rôle des forces armées, le positionnement des forces armées par rapport au mouvement populaire. Et ce qu'elle dit, pour moi, représente une contribution analytique majeure et c'est le seul aspect de son analyse qui n'est pas conjoncturel puisqu'il est profondément stratégique, il y a un prolongement historique aussi. Et la chercheuse nous dit ceci, que partout où vous avez des forces armées qui ont connu une certaine forme de professionnalisation, eh bien, ces forces armées se sont rangées du côté de la mobilisation populaire contre le président. Et partout où vous avez des forces armées qui n'ont pas connu autant de professionnalisation, qui sont de nature plutôt matrimoniale, comme c'est le cas en Libye, comme c'est le cas en Syrie, comme c'est le cas en Bahreïn ou dans les pays du Golfe, etc., et bien le choix des forces armées a été différent. C'est un point qui est absolument fondamental. Et j'aimerais bien le détailler un peu en commençant par la Tunisie. Alors, ce n'est un secret pour personne, c'est dans le domaine public aujourd'hui que le président Ben Ali, à un moment donné, voulait que ce soit l'armée qui descende dans les rues et mate la mobilisation populaire. Et on sait qu'une conversation a eu lieu entre lui et le chef d'état-major tunisien. Et c'est là que le chef d'état-major a dit « Ce n'est pas pour ça que nous, en tant que soldats, avons rejoint les forces armées. Nous ne sommes pas là pour tirer sur les gens. » Et il lui a également dit qu'il était prêt à uniquement poster ses soldats pour protéger les édifices publics, mais certainement pas pour faire accomplir un travail de répression. Et c'est à ce moment-là, même dans un pays comme la Tunisie, où les forces armées n'ont pas toujours joué un rôle politique important, eh bien, c'est leur position qui a fait basculer le sort de Ben Ali après cette rencontre-là, et il avait compris qu'il ne pouvait plus rester au pouvoir, et c'est aussi l'armée qui lui a garanti un départ sécurisé dans un avion, et c'est comme ça que la démocratisation s'est enclenchée en Tunisie. La même chose en Égypte, où c'est la décision des forces armées de pousser Moubarak à l'extérieur qui a conduit en plus du mouvement populaire, à la chute du président Moubarak. Donc, vous voyez comment il y a eu la conjonction entre d'un côté le mouvement populaire et de l'autre l'action de la force organisée la plus puissante dans un édifice étatique que sont les forces armées. Ailleurs, avant de passer aux autres cas, ici, vous avez des forces armées qui, lorsqu'elles sont mises devant un dilemme, où elles doivent choisir entre la loyauté à l'État et la loyauté à un homme ou à une tribu ou un groupe ethnique ou linguistique ou religieux, etc., eh bien, les forces armées qui ont connu une certaine forme de professionnalisation vont prendre parti pour le mouvement populaire contre la personne. D'accord. Le scénario contraire s'est produit ailleurs, en Libye, en Syrie, à Bahreïn et ailleurs. Et donc voilà, maintenant, voilà donc les raisons qui peuvent nous résumer et nous faire comprendre un peu ce qui s'est passé pendant la première période du printemps arabe. Et là, je souhaiterais dire quelques mots, avant de passer à la seconde phase, quelques mots à propos de la démocratisation en Tunisie. Pourquoi est-ce que la Tunisie a réussi à enclencher un processus de démocratisation et pas les autres pays? Eh bien, la raison, elle est très simple, c'est qu'en Tunisie, contrairement à ailleurs, vous avez une société civile qui est bien organisée. Et il est important de noter que cette société civile ne s'est pas organisée après la révolution. Elle était déjà organisée avant, sous le régime autoritaire de Ben Ali, et pour certains, les racines remontent
même au lendemain de l'indépendance. Donc, vous avez une centrale syndicale qui est puissante, vous avez un mouvement des femmes qui est puissant, vous avez un mouvement des droits humains qui est puissant, etc. Etc. Donc, c'est une société civile qui s'est ajoutée pendant la démocratisation à la société politique. Parce que, voyez-vous, la société politique qui a émergé après la révolution en Tunisie, elle était faite de militants et de politiciens. Ce sont des gens qui savent s'opposer, mais une fois au pouvoir, ce qu'ils savent faire, c'est continuer les mêmes réflexes que lorsqu'ils sont dans l'opposition, c'est-à-dire les batailles politiques, c'est-à-dire l'affrontement politique. Et l'affrontement politique en Tunisie après la Révolution, c'était un affrontement idéologique qui a failli, en fait, faire le pays s'effondrer. Entre 2011 et 2014, la date à laquelle a été adoptée une constitution. Donc, les forces politiques élues dans l'Assemblée constituante tunisienne étaient incapables de converger vers un projet. Pourquoi? Parce que c'était très polarisé idéologiquement. Et je me souviens avoir eu l'occasion de m'exprimer là-dessus juste après la révolution tunisienne, et c'était à l'UQAM d'ailleurs, et j'avais dit que la Tunisie connaîtra un sort heureux si son élite politique comprend que son défi, c'est l'édification institutionnelle et non pas les luttes idéologiques. Malheureusement, les politiciens ont fait ce que les politiciens font, c'est-à-dire les luttes idéologiques. Mais le fait qu'il y avait ces forces de la société civile qui étaient présentes du côté moderniste, eh bien, c'est ces forces-là qui ont mis la pression sur les politiciens qui siégeaient à l'Assemblée constituante pour finalement se mettre d'accord sur une constitution en 2014. L'autre élément, c'est que cette société civile aussi a permis de mettre de la pression sur les islamistes. Les islamistes tunisiens apparaissent aujourd'hui comme les plus modérés dans la région, non pas uniquement par un choix délibéré, mais parce qu'en face d'eux, ils avaient des forces organisées qui, tout en acceptant une approche inclusive, tout en évitant de les exclure, ont toujours été très clairs sur un certain nombre de points selon lesquels les islamistes ne pouvaient pas franchir certaines lignes rouges. Et c'est cette attitude-là à l'égard de l'islamisme qui, à mes yeux, est la plus positive et la seule manière d'amener les islamistes à un plus de modération. On va voir plus tard dans mon propos ce qu'on peut dire sur les autres attitudes face à l'islamisme. Alors, comme l'a dit Mylène dans l'introduction, la Tunisie vit un blocage aujourd'hui. Elle vit un blocage, vous savez que le gouvernement n'est pas nommé à cause d'un bras de fer entre le président et d'un côté et de l'autre le chef du gouvernement et le président du Parlement. Ils n'arrivent pas à former un gouvernement. Et le pays est bloqué à cause de cela. Bien sûr, la Tunisie a connu 3 présidents démocratiquement élus, ils tiennent des élections sur une base régulière, etc., mais ils ne parviennent pas à mettre en œuvre une vision qui consiste à édifier des institutions démocratiques et à donc relancer l'économie pour minimiser un peu la souffrance des couches populaires en Tunisie. Et alors, ça me permet de dire quelque chose de fondamental, qu'on va retrouver dans les leçons qu'on doit tirer du printemps arabe, à savoir que être un homme ou une femme d'État, c'est beaucoup plus que d'être un politicien ou un militant. D'accord? Parce qu'un politicien, un militant, ce sont des slogans, c'est une action, c'est une mobilisation dans la rue, etc., etc. Être homme ou femme d'État signifie avoir une vision et une vision qui transcende les luttes politiques, les luttes partisanes limitées. Et en fait, dans la constitution tunisienne, il y a une disposition qui aurait pu aider la classe politique tunisienne à s'élever au-dessus des luttes partisanes pour une meilleure construction institutionnelle, et c'est la création de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est prévue par la Constitution tunisienne de 2014, mais elle n'a toujours pas été créée. Nous sommes en 2021. Pourquoi elle n'a pas été créée? Eh bien, tout simplement parce que tous les partis politiques veulent la dominer politiquement. Or,
quand vous lisez la Constitution, eh bien, cette instance devrait être au-dessus des partis politiques. Ça me dit quoi? Ça me dit que le niveau de conscience politique de la classe politique tunisienne n'a pas encore atteint le point où il existe une autorité juridique, une autorité aussi morale, d'accord, qui peut trancher les conflits entre les politiciens. Et si cette cour avait existé telle qu'elle est prévue par la Constitution, le blocage que nous vivons actuellement en Tunisie n'aurait pas eu lieu. Et c'est vraiment triste parce que l'actuel président tunisien, qui est un constitutionnaliste, aurait été une personne tout à fait qualifiée pour présider la Cour constitutionnelle et laisser la politique aux politiciens, alors qu'en fait, il a préféré donc activer politiquement et puis devenir le président. Mais il est président sans parti politique. Donc, ce qui fait que les autres partis politiques peuvent l'engager dans des bras de fer. Voilà. Maintenant, la deuxième phase du printemps arabe, c'est celle de la militarisation. Alors, pour comprendre pourquoi le printemps arabe a été militarisé, bien entendu, vous avez des facteurs internes. La Libye, ce sont des Libyens qui ont déclenché la guerre, c'est vrai. La Syrie a été détruite par des Syriens. Le Yémen est aujourd'hui détruit aussi par des Yéménites. Mais sans le facteur international et régional, eh bien, le printemps arabe n'aurait pas été militarisé, en tout cas pas comme il l'a été. Et pour comprendre pourquoi il a été militarisé, il faut savoir que le printemps arabe ne s'est pas produit dans le vide. Il s'est produit dans un contexte régional bien particulier, qui est celui du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Et l'ordre régional est dominé par des acteurs qui n'étaient pas toujours intéressés à ce qu'il y ait les changements démocratiques un peu partout, similaires à ce qui s'est passé en Tunisie. Quelles sont les forces qui dominent dans cette région-là? D'abord les États-Unis, l'Arabie saoudite et Israël. Et lorsque on se souvient un peu de la réaction de ces États-là face au printemps arabe en Égypte, on se rend compte qu'il y avait des États où les puissances dominantes dans la région ne voulaient pas de changement, notamment l'Égypte, notamment Bahreïn, d'accord? C'est-à-dire tous les États alliés de ce triumvirat, on voulait les protéger du printemps arabe. À un point tel que, par exemple, en Égypte, à l'époque, la secrétaire d'État Clinton avait même cru pouvoir donner le nom de celui qui allait devenir le leader en Tunisie. Elle pensait à un monsieur qui s'appelle Omar Soleiman, qui dirigeait les services de sécurité et était très proche de Washington. Sur le Bahreïn, sur la Jordanie, sur le Maroc, bref, sur les pays du Golfe, eh bien, ces États-là ne voulaient absolument pas que le printemps arabe le touche. Et donc, ils n'ont accepté le changement en Égypte qu'à contre-cœur et à cause de l'effet de surprise. Et comment la reprise en main de la région s'est faite? Eh bien, elle s'est faite à travers la guerre en Libye. Et là aussi, quand le printemps arabe a commencé, j'avais été interviewé par un journaliste de Radio-Canada qui m'avait posé la question suivante, parmi les autres questions qu'il m'a posées. Il m'a dit, qu'est-ce que vous croyez que la communauté internationale, entendre par là l'Occident, devrait faire? Et ma réponse avait été catégorique. J'ai dit rien. Pourquoi est-ce que j'ai dit que l'Occident ne devrait pas intervenir dans le printemps arabe? C'est que je savais que l'Occident, principalement les États-Unis, ne peuvent intervenir dans la région que selon leurs intérêts. Et leurs intérêts passent à travers deux axes d'alliance avec Israël, avec l'Arabie saoudite et les pays du Golfe, etc., de telle sorte qu'on va essayer d'influencer le cours des choses pour maintenir cette domination régionale. Et bien entendu, la Libye a été l'occasion rêvée d'une reprise en main de l'initiative dans la région et de dépasser l'effet surprise du début. Alors, bien entendu, ça a permis effectivement aux États-Unis, aux autres acteurs, la France, qui était le principal architecte de la guerre en Libye, la Grande-Bretagne, de revenir en force dans la région. Le problème, c'est que cela s'est fait sans égard aux effets de second ordre. D'accord? Donc, tout ce qu'on avait
comme objectif, c'était de reprendre la main dans la région. Mais on n'a pas fait attention aux effets de second ordre. Quels sont les effets de second ordre? Bien sûr, l'instabilité durable de la Libye. On a annoncé aujourd'hui que le gouvernement de transition vient d'être formé, enfin, et accepté par le Parlement, mais ça ne règle absolument rien au problème de la Libye, qui est aujourd'hui, son destin est entre les mains d'un certain nombre d'acteurs étrangers. Cette intervention-là a également provoqué l'instabilité au Sahel, qui a donné une profondeur stratégique à l'extrémisme et mouvements extrémistes. Et puis, plus grave encore, l'intervention en Libye ou la guerre en Libye a militarisé le printemps arabe. Alors, un élément important à comprendre ici, c'est que tant que le printemps arabe était populaire, était non violent, était post-idéologique, eh bien, l'alternative que l'extrémisme religieux ou l'islamisme représentait était en recul. Pourquoi? Parce que jusqu'au printemps arabe, les islamistes disaient que la seule façon de faire avancer les choses dans la région, c'est la violence. Pourquoi? Parce que ce sont des régimes autoritaires, etc., etc. La chute de Ben Ali et de Moubarak a montré que la lutte non violente peut aboutir à un succès sans violence. D'accord? Lorsque le printemps arabe a été militarisé en Libye, on a remis sur la table, dans l'agenda, le fait que le changement se fasse par la violence. Et en procédant ainsi, d'accord, on a ramené, si vous voulez, les thèses islamistes ou la logique islamiste radicale de nouveau au premier plan. Et c'est exactement ce qui s'est produit d'abord en Égypte. Vous savez que l'Égypte avait réussi à organiser des élections libres et les frères musulmans ont gagné les élections. Les frères musulmans égyptiens, pendant un certain temps, observaient une certaine pudeur, une certaine modération, parce que, ils n'étaient pas derrière, ce n'était pas eux qui étaient derrière le printemps arabe en Égypte, ils l'ont rejoint. Et ensuite, parce qu'il y avait la suspicion de leur projet politique qui était d'ordre théocratique. Donc, ils étaient très prudents jusqu'à la guerre en Libye. La guerre en Libye, en fait, a provoqué un changement cognitif dans la mesure où on pouvait l'interpréter comme étant l'Occident qui soutient les islamistes, parce qu'il y avait des islamistes qui avaient déclenché l'insurrection en Libye. Et c'est là que les frères musulmans égyptiens ont commencé à baisser la garde de la modération et à afficher des projets ou des intentions proprement théocratiques, à l'image de la constitution qu'ils ont fait adopter, qui était une constitution qui donnait à l'autorité religieuse la dernière décision par rapport aux lois. C'était un vrai problème. Leurs attaques contre les libéraux, leurs attaques sur le milieu artistique, etc., peut s'expliquer par le fait que l'interprétation qu'ils ont eue de la guerre en Libye, et bien sûr, les encouragements qui leur étaient adressés par deux forces qui ont participé à la guerre en Libye, la Turquie d'un côté, le Qatar de l'autre. Plus grave encore, c'est l'interprétation de la guerre en Libye par l'opposition syrienne. C'est-à-dire que l'opposition syrienne a compris que l'intervention de l'OTAN en Libye était une intervention paradigmatique. C'est-à-dire que c'est de cette façon-là que l'OTAN et l'Occident allaient réagir partout où il y a une insurrection contre un système politique ou un gouvernement dans la région. Et à la répression en Syrie, ils ont répondu par une militarisation du soulèvement en Syrie, avec l'espoir de provoquer une intervention militaire de la part de l'OTAN. Et c'est vrai que l'opposition syrienne qui s'est laissée aller sur cette voie désastreuse, eh bien, on lui avait soufflé. Tout le monde sait que la France a poussé vers cette thèse, l'Angleterre aussi, en disant que si vous faisiez monter la tension, eh bien, l'OTAN viendra à votre service. Et c'est là que s'est manifestée une autre attitude à l'égard de l'islamisme. Et c'est une attitude qui est tout à fait naïve.
de la part de l'opposition non islamiste syrienne qui pensait réellement pouvoir instrumentaliser, donc s'allier stratégiquement à l'islamisme armé, parce que, voyez-vous, les groupes qui ont combattu les armes à la main en Tunisie, c'était ni des démocrates, ni des libéraux. C'était tous des groupes islamistes à différents degrés d'extrémisme. Et l'opposition politique pensait, et non islamiste pensait réellement pouvoir les instrumentaliser, comme quoi ces gens-là allaient combattre, faire s'effondrer le régime et puis remettre les rênes de l'État à des non-islamistes. Et bien entendu, c'était très naïf comme attitude quand on sait quels ont été les comportements des groupes armés en Syrie. Ceci, bien sûr, ne disculpe pas la responsabilité du gouvernement syrien ou du gouvernement libyen dans la répression. Et puis, bien entendu, vous avez le désastre syrien, le désastre yéménite, qui est en fait juste l'image en miroir de ce qui s'est passé en Syrie. La Syrie était une guerre par procuration. Ce n'était pas juste les Syriens qui se battaient, même si c'était eux, à l'évidence, qui ont détruit leur propre pays. Mais la Syrie, c'était aussi une guerre régionale avec des intérêts régionaux et une guerre internationale avec l'implication des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, d'un côté, et de l'autre, la Russie, du côté du gouvernement. Eh bien, le Yémen, la guerre au Yémen, c'est juste l'image en miroir de la guerre en Syrie à partir du moment où les mêmes acteurs principaux, les acteurs régionaux principaux en Syrie, on les retrouve au Yémen, principalement l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et donc, vous voyez comment on est passé de slogans post-idéologiques, rassembleurs, populaires, etc. On est passé à une logique complètement différente, qui est celle de la militarisation, qui a fait s'effondrer le rêve d'un changement non violent et qui a remis sur la table et au premier plan les forces centrifuges qui sont autant de forces de paralysie dans la région et notamment l'extrémisme. Donc voilà. Alors la troisième phase, donc cette deuxième phase, c'est celle à laquelle on identifie le printemps arabe aujourd'hui. Ça a duré donc presque une décennie. Et à certains égards, cette phase-là continue aujourd'hui. À partir du moment où la guerre en Syrie n'est pas encore complètement tranchée, l'instabilité en Libye continue, l'instabilité dans le Sahel également, le problème de la guerre au Yémen, etc. Donc, bien sûr, cette phase-là, on ne peut pas dire qu'elle est finie. Donc, elle continue, mais en parallèle avec la troisième phase, et cette troisième phase a commencé en 2019. Elle touche des pays comme l'Algérie, le Liban et l'Irak. Bien entendu, ce sont des cas qui sont très différents. Les paramètres dans chacun de ces cas-là, en Algérie, au Liban et en Irak, sont complètement différents. Donc, l'analyse qui s'applique à un pays ne s'applique pas nécessairement à l'autre et vice-versa. Le problème, c'est que je n'ai pas le temps d'évoquer les trois cas. Donc, je vais me contenter de celui que je suis en train d'étudier et que je connais certainement mieux que les deux autres, c'est le cas de l'Algérie. Et vous allez voir les parallèles qu'on peut faire. Donc, comme vous le savez, en Algérie, à partir en 2019, un mouvement populaire est apparu. Ce mouvement populaire a eu comme facteur déclencheur la volonté du président à l'époque, M. Bouteflika, de se présenter pour un 5e mandat alors qu'il était très malade et certainement incapable de gouverner et il l'avait été pendant assez longtemps. C'était une décision totalement absurde que de vouloir le présenter pour un cinquième mandat. Mais vous pouvez me poser la question, mais pourquoi ça s'est fait? Pourquoi ça s'est fait? Eh bien, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le printemps arabe à propos de l'hypothèse de l'apathie et l'effet surprise. C'est-à-dire qu'en Algérie, les gens qui dominaient la présidence de la République et qui profitaient donc de la présidence de Bouteflika et de sa maladie,
euh, croyaient que parce que le printemps arabe de 2011 ne s'est pas produit en Algérie, rien ne peut se produire en Algérie. C'est-à-dire que la population algérienne, elle est apathique et elle ne peut pas se lancer dans un mouvement populaire. D'accord? La deuxième raison est qu'en Algérie, il y a un passé récent très douloureux, qui est celui de la décennie des années 90, où beaucoup de sang a coulé à cause de l'insurrection armée qu'il y a eu lorsque les élections, le processus électoral a été arrêté par une intervention de l'armée. Et le bain de sang dans lequel les islamistes portent une responsabilité assez importante et qui fait la spécificité de l'islamisme algérien, qui est dominé par les franges les plus radicales du salafisme djihadiste, à la différence de la Tunisie, où l'islamisme est dominé par les frères musulmans, qui sont capables de modération, même si la modération est tactique, mais au moins ils en sont capables. La même chose en Égypte, en Algérie, c'est le contraire, c'est plutôt les mouvements extrémistes qui dominaient la scène islamiste. Et donc, l'hypothèse avait été faite que le souvenir douloureux des événements des années 90 allait faire en sorte que les Algériens allaient accepter un cinquième mandat avec tous les abus que les 2 derniers mandats de Bouteflika avaient provoqué. Et c'était une erreur. C'était une erreur parce que les Algériens sont sortis en masse. Et là aussi, c'était très concentré sur un objectif précis qui était de ne pas permettre un 5e mandat. D'accord? Le mouvement traversait toutes les couches de la population, toutes les couches professionnelles. C'était réellement un mouvement populaire. Mais là aussi, de la même manière que dans la première phase du printemps arabe, les avancées non violentes se sont accomplies grâce notamment à la conjonction de la volonté populaire avec l'action des militaires. C'est exactement ce qui s'est passé en Algérie. Donc, la démission du président, l'annulation du cinquième mandat n'a été obtenue que parce qu'il y a eu, là aussi, une convergence entre un mouvement populaire avec des slogans post-idéologiques, d'accord, et l'action d'une institution qui représente une force organisée dans le pays. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'au début de l'été 2019, l'Algérie donc rentrait dans une nouvelle phase. La deuxième phase, c'est celle qui dure du début de l'été 2019 jusqu'à l'élection présidentielle de décembre 2019. Et alors là, il est important de comprendre la spécificité du cas algérien. Vous avez d'un côté un mouvement populaire qui, donc, bien sûr, veut un changement tout à fait légitime, veut une meilleure gouvernance, moins de corruption, plus de représentativité, etc., qui avait réussi à un véritable exploit en mettant un terme au 5e mandat grâce à une alliance implicite avec l'armée. Donc, vous avez ce mouvement populaire, mais à l'intérieur du mouvement populaire, vous avez des forces organisées. Qui sont ces forces organisées? Ces forces organisées sont l'héritage de la classe politique algérienne, avec toutes ses composantes. Donc, il y a des islamistes, il y a des démocrates, il y a des gens qui revendiquent une politique identitaire plus inclusive, etc. Bref, le problème, c'est que ces forces-là ont toujours avancé masquées à l'intérieur du mouvement populaire, parce que le mouvement populaire voulait faire une rupture avec eux aussi, ayant été impliqués dans le passé dans les institutions de l'État. Et alors, la solution de ces groupes qui avançaient masqués à l'intérieur du mouvement populaire a été de dire qu'on va s'emparer du mouvement populaire à travers le mécanisme du plébiscite. Alors, ça, c'est très, très important pour comprendre ce qui se passe actuellement en Algérie. D'accord? C'est-à-dire qu'aux analystes qui, comme moi,
disent depuis le printemps 2019 et surtout depuis l'été 2019 que le mouvement populaire algérien doit se structurer dans la diversité, non pas à travers juste une organisation, mais dans la diversité, pour ensuite s'engager dans le seul processus de démocratisation connu dans l'histoire de la démocratisation, à savoir les élections, bien sûr, tout en revendiquant des garde-fous sur l'honnêteté des élections, etc. Eh bien, au lieu d'accepter cette option-là, eh bien, il y a un refus de la structuration. Et alors, quand vous refusez la structuration, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Là, je parle des figures qui sont apparues. Il y a certaines figures qui sont apparues dans le mouvement populaire algérien et qui prétendent représenter le mouvement populaire, mais jamais à travers un mandat électoral. Donc, pas à travers la structuration. Parce que c'est quand vous structurez un mouvement populaire que les gens sont mandatés, d'accord, démocratiquement, pour représenter une partie du Hirak ou une partie du mouvement populaire. Là, on refuse cela. On refuse cela, mais on continue de parler au nom du mouvement populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche le plébiscite. Le plébiscite, c'est quand vous êtes leader sans avoir été élu. C'est parce que vous êtes leader de la rue. D'accord. Le problème avec le plébiscite, c'est que le plébiscite a une histoire désastreuse. Partout où vous avez des mouvements populaires dont se sont emparés des leaders par le plébiscite, regardez juste l'histoire de l'Europe au XXe siècle, vous allez voir que les conséquences ont été désastreuses. Donc, non seulement l'histoire du plébiscite n'est pas reluisante, mais le plébiscite empêche la discussion, le débat et le dialogue. Pourquoi? Parce que si vous parlez au nom du peuple, vous avez un domaine dans lequel vous décidez de ce qui est bien et de ce qui est vrai, d'accord, qui est une entité abstraite à laquelle on ne peut pas s'adresser. Mais simplement, moi, quand je vous dis je me revendique du peuple, je suis en même temps en train de vous dire que si vous êtes opposé à ce que je dis, ce n'est pas à moi que vous vous opposez au peuple. Et donc, j'ai le droit de vous écraser. Et c'est un peu le problème de la logique actuelle des gens qui cherchent à prendre le pouvoir dans le mouvement populaire algérien. Et bien entendu, puisqu'on ne veut pas la structuration, puisqu'on veut les plébiscites, on ne veut pas non plus s'engager dans un processus démocratique d'élection sous prétexte, et là c'est légitime, le prétexte est tout à fait légitime, sous prétexte que les élections dans le passé n'ont pas été libres et honnêtes. Donc, les élections ne seront jamais libres et honnêtes en Algérie. C'est ça le raisonnement, il est là. Et par conséquent, je ne veux pas participer aux élections. Si les élections sont rejetées, quelle est donc l'alternative? L'alternative est que moi, qui me dis représentant du mouvement populaire par plébiscite, d'accord, je veux que les gens qui dirigent l'État actuellement me remettent les clés du pays pour que moi, j'assure une transition qui serait démocratique. Mais vous comprenez le problème qu'il y a ici, c'est que vous ne pouvez pas construire la démocratie à travers des mécanismes non démocratiques. D'accord. Donc voilà, et actuellement c'est un peu la phase actuelle, c'est une radicalisation où on cherche la confrontation. Vous savez, le système algérien étatique algérien est organisé à travers un équilibre des pouvoirs entre la présidence, qui a souvent été occupée par des civils, et les forces armées. Les forces armées ne gouvernent pas directement. La présidence a un poids, d'accord, qui s'est manifesté à travers la puissance que le président Bouteflika a eue récemment, à travers la puissance que le président Chadli a eue dans le passé, etc. Et donc, le mouvement populaire aujourd'hui considère que cette partie-là n'existe pas. La présidence n'existe pas. Tout ce qu'il y a, c'est un peuple uni et des forces armées qui sont contre le peuple. Et cette confrontation, vous comprenez en quoi elle est radicalement différente de la logique du premier mouvement populaire du printemps 2019 qui a permis la chute de Bouteflika. Comment on s'est
petit à petit, changer complètement de logique. On est passé d'une logique stratégique, intelligente, bien organisée, c'est-à-dire très focusée sur un objectif et une démarche qui comprend le rôle positif que peut jouer les forces armées dans le changement dans le pays. On est passé de cette logique-là à la logique de la confrontation, et ce qui est celle d'aujourd'hui. Alors, la phase actuelle, qui a repris depuis 3 semaines, les manifestations ont repris en Algérie. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, pour moi, il y a un problème de responsabilité ici, parce qu'organiser des manifestations massives, sans distanciation sociale, sans protection pendant une pandémie, c'est la définition de l'irresponsabilité. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur l'intervention en Libye? Elle était irresponsable dans la mesure où on ne tenait pas compte des effets de second ordre. Et bien, c'est la même chose que d'organiser des manifestations pendant une pandémie. Mais, mis à part ça, la tendance actuelle, elle est à la radicalisation. Et donc, si vous voulez, l'analyse démographique des manifestations aujourd'hui nous permet de comprendre qu'elle n'est plus la même que celle du début. D'accord? Donc, le caractère plus global, plus englobant, plus inclusif du début du mouvement populaire en Algérie c'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est plus le cas aujourd'hui tout simplement parce que la logique du plébiscite a fait en sorte qu'on a imposé donc au mouvement populaire des revendications, des slogans qui vont vers la confrontation. Laissez-moi m'expliquer un peu là-dessus avant de conclure. Le mouvement populaire tel qu'il est actuellement en Algérie est traversé par plusieurs courants, d'accord, y compris l'islamisme radical. D'accord. On pourrait dire, en tant qu'analyste objectif, que ça fait partie de la classe politique, c'est tout à fait normal qu'il soit dans le mouvement populaire. Ça, je peux l'admettre d'un point de vue rationnel. Ce qu'il est difficile d'admettre, c'est que les slogans généralisés de tout le monde, donc y compris des non-islamistes, soient aujourd'hui ceux des islamistes. Et notamment à travers les slogans violents qu'on a commencé à entendre depuis 2 semaines. Je me contenterai d'un seul. Lorsque les gens scandent dans la rue que les services de sécurité, les services de renseignement sont terroristes, ça, d'un point de vue rhétorique, ça signifie quelque chose. D'un point de vue rhétorique, nous sommes en train de dire implicitement que l'islamisme radical qui a ensanglanté l'Algérie dans les années 90 est innocent. Puisqu'on ne l'évoque pas sous cette qualité-là. Puisqu'on dit qu'il est possible de faire un chemin, la main dans la main, avec des gens qui, on le sait, ont commis des crimes en Algérie. Et ça, c'est un véritable problème qui pose de nouveau la question de la responsabilité. Et là, je terminerai par ce qu'on pourrait appeler le syndrome de Michel Foucault. Alors, comme vous le savez, Michel Foucault était sans doute l'un des plus grands philosophes de la seconde moitié du XXe siècle. Et pendant la révolution iranienne, on lui a demandé, un journal italien lui a demandé d'aller sur place et d'écrire des articles sur ce qui se produisait en Iran. Et donc, Michel Foucault, il est allé en Iran, il a publié un certain nombre d'articles, d'ailleurs, qui sont disponibles, traduits en français, en anglais, et je ne sais pas s'ils ont été traduits en arabe, mais en tout cas, moi, je les ai lus en français, dans lequel il disait que la révolution iranienne était quelque chose de tout simplement magnifique, et il voyait dans cette révolution-là des choses qui étaient dans sa tête à lui. C'est-à-dire lui rêvait en Occident d'une révolution esthétique. Quand il est allé en Iran, ce qu'il a vu, il n'a pas vu en fait l'alliance entre la gauche et les islamistes pour un changement de régime violent. C'est pas ça qu'il a vu. Il a vu tout l'esthétique et le romantisme du moment révolutionnaire.
D'accord. Bien entendu, quand on sait ce qu'il est advenu ensuite de la gauche iranienne, ce qu'il est advenu du système politique iranien, ce qu'il est advenu du premier président iranien qui n'était pas islamiste, Bani Sadr, on comprend à quel point Michel Foucault se trompait. Alors, le syndrome de Michel Foucault, c'est quelque chose qu'on peut identifier un peu partout dans le monde arabe. Et c'est un peu ce que nous vivons actuellement en Algérie à l'égard de l'islamisme radical. C'est-à-dire qu'on essaie de voir dans ces prolongements à l'intérieur du mouvement populaire un élément salutaire ou un élément stratégique ou un espoir de modération, etc. Mais cette approche-là, elle n'est pas fondée sur une compréhension objective de ce mouvement-là, qui n'a jamais caché ses orientations antidémocratiques, qui n'a jamais caché non plus ses intentions stratégiques de s'allier avec qui il peut pour arriver au pouvoir. Et donc aujourd'hui, cette confrontation avec l'armée, elle est malsaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, le calcul islamiste et que la seule entrave devant leur arrivée au pouvoir, c'est les forces armées. Donc il faut que les forces armées s'effondrent. D'accord? Et les forces armées, une fois effondrées, ils pourront dominer le système. Ça a été leur calcul un peu partout. Voilà donc où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en Algérie. Est-ce qu'il y a une alternative? Bien sûr qu'il y a une alternative. Encore une fois, moi je suis quelqu'un qui est contre l'exclusion. Peu importe le mouvement populaire, politique en question, je suis contre l'exclusion. Mais l'inclusion se fait également à travers des discussions fermes et un débat clair sur un certain nombre de choses pour éviter la récupération. Je terminerai avec 2 éléments, très rapidement. Les leçons qu'on peut tirer du printemps arabe, c'est que la non-violence, ce n'est pas seulement un choix moral. Dans cette région-là, c'est un choix stratégique. Parce que si on fait le choix de la violence, on a automatiquement décidé de mettre le destin des pays entre les mains de forces non démocratiques. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, la non-violence a pour implication morale l'éthique de la responsabilité. L'éthique de la responsabilité est de ne pas rester fixé sur son objectif et de ne pas se limiter à la logique des moyens, des fins qui justifient les moyens. Il faut réfléchir également aux conséquences de second ordre de nos actions. Et puis, un dernier élément, c'est qu'on ne peut pas attendre jusqu'à l'arrivée au pouvoir pour songer à une vision. Et là, je pense bien sûr à l'Algérie, je pense au Liban, je pense à l'Irak aussi, où vous avez beaucoup d'opposition. On sait à quoi les gens s'opposent, qu'est-ce qu'ils veulent détruire, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent construire et comment ils veulent le construire. Cette vision-là, il faut la développer pendant qu'on est dans l'opposition. Parce que voyez-vous, on gouverne comme on s'est opposé. Si on s'est opposé sans responsabilité, on gouvernera sans responsabilité. Si on s'est opposé à travers une vision, eh bien, on gouvernera plus tard à travers une vision. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, M. Chenoufi. Merci pour ce tour d'horizon autant historique que contemporain sur les effets qu'a encore le printemps arabe aujourd'hui. Avant de vous poser une question, je veux juste rappeler au public que vous pouvez poser vos questions dans la boîte prévue à cet effet au bas de la page. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais j'aimerais débuter cette période de questions par une première réflexion. Est-ce que, selon vous, le printemps arabe a envenimé les conflits religieux? Qu'est-ce qui a créé un fossé encore plus important entre les diverses communautés religieuses que pendant les mouvements, il y avait une volonté de vivre ensemble entre les communautés religieuses? Est-ce que tristement ou dramatiquement, ça a fait l'effet inverse et il y a un fossé, un conflit encore plus présent entre les communautés religieuses? Merci pour la question. Alors,
on ne peut répondre à cette question-là qu'en la contextualisant. À quelle phase on va parler? Est-ce qu'on parle de la première phase? Dans la première phase, vous aviez dans les manifestations en Égypte des chrétiens, des musulmans, avec la croix et le Coran qu'on brandissait en même temps. Et puis, on faisait référence aussi à un très vieux, le plus vieux parti politique d'opposition en Égypte qui s'appelle le Wafd, qui date depuis la fin des années 10 au XXe siècle. Et dans l'armoirie, en fait, intégrer la diversité religieuse pour dire que l'identité religieuse de l'Égypte, elle est autant copte chrétienne que musulmane. Donc, bien entendu, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas passé à une logique de confrontation, à une logique militarisée, etc., eh bien, cet espoir de gestion intelligente de la diversité religieuse au Moyen-Orient était présente. Et d'ailleurs, j'avais oublié de dire au début de ma présentation que ma perspective, elle est d'un côté post-colonialiste, donc orientée vers l'émancipation, mais de l'autre, elle est multiculturaliste dans la mesure où la question de la gestion de la diversité est absolument importante, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Mais dès lors qu'on est passé à une logique de confrontation, à une logique militarisée, la réapparition des mouvements islamistes radicaux ne pouvait qu'attiser les haines intercommunautaires et pas seulement musulmans versus chrétiens, mais également à l'intérieur même de la religion musulmane, puisque cette dimension-là a eu lieu ou s'est avérée dévastatrice en Syrie, dans l'opposition entre chiites et sunnites, quelque chose qui a été profondément exploité par les pouvoirs étrangers. Et donc, vous savez, j'ai l'habitude de dire, et je terminerai ma réponse avec ça, que un peu partout dans le Moyen-Orient, nous avons 3 chantiers sur lesquels il faut réfléchir et qu'il faut édifier. Une réflexion sur le rapport du militaire au politique, d'accord? Une réflexion sur le rapport du religieux au politique et une réflexion sur le rapport de l'identitaire au politique. Donc, pour moi, la réflexion sur le rapport du religieux au politique est absolument nécessaire si on veut construire une vision d'avenir. Et encore une fois, ça ne signifie pas l'exclusion des gens qui sont religieusement conservateurs, etc. Ce n'est pas ça l'aboutissement de cette réflexion. L'aboutissement de cette réflexion-là est que les islamistes parviennent à comprendre un jour qu'ils ne peuvent pas, dans des sociétés plurielles, avoir comme projet l'imposition de modes de vie, l'imposition d'une certaine religiosité à des gens qui ont une autre forme de religiosité, qui ont une autre vision de la religion. La même chose pour les autres. Et le problème, c'est que quand le sang commence à couler, ces réflexions-là ne sont pas possibles. Donc, il est nécessaire, encore une fois, que tout cela se fasse sous la non-violence. Et la non-violence inclut, et là je pense à l'Algérie, inclut également éviter les slogans violents. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez parlé de puissances étrangères ou régionales. Quel est le rôle de ces puissances-là dans les mouvements actuels de 2019 en Irak, au Liban, en Algérie? Est-ce qu'elles jouent un rôle? Est-ce que le rôle est le même qu'en 2011? Donc, comment elles interviennent dans ces mouvements-là récents? D'accord. Alors, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que les mouvements populaires peuvent s'expliquer par des raisons objectives de politique domestique. C'est-à-dire qu'il y a d'excellentes raisons qu'il y ait des mouvements populaires dans le monde arabe, ou en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, pour demander du changement. Il y a des raisons tout à fait objectives. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la représentativité politique, sur le plan de la gouvernance, il y a d'excellentes raisons pour que les gens disent « nous voulons que ça change ». D'accord. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette région du monde, plus que tout autre dans le monde, d'accord, polarise polarise l'attention de grandes puissances ou de superpuissances. Les États-Unis, l'Angleterre,
la France, mais également la Russie. D'accord. Et aujourd'hui, même la Turquie et l'Iran, qui ne se considèrent pas comme faisant partie de cette région-là, ils considèrent cette région comme juste comme étant le territoire de leurs empires, d'autrefois l'Empire perse ou l'Empire ottoman, d'accord. Donc leur attention, elle est attirée par ces pays-là. Et donc forcément, lorsque quelque chose se produit dans l'un de ces pays-là, chacun de ces pays, chacune de ces puissances-là, essaye de faire avancer ses propres intérêts. Et ils le font de toutes sortes de manières. Parfois, ils réussissent, comme en Libye, d'accord. Parfois, ils ne réussissent pas comme ils le souhaiteraient. Quand vous avez encore un État qui est là, et puis quand vous avez des voix aussi qui disent qu'il faut faire attention aux ingérences étrangères, je pense à l'Algérie. Ok, mais en Libye, actuellement, l'équation politique libyenne, elle est indissociable de ce que vont faire la France, la Russie, la Turquie, l'Égypte, les Émirats arabes unis, indirectement les États-Unis. Vous comprenez comment est-ce qu'un mouvement qui a commencé en Libye, dans sa dynamique, à cause de l'irresponsabilité des acteurs locaux, eh bien, ça ouvre la voie à des intérêts étrangers qui, légitimement, vous savez, je ne peux pas reprocher à un État d'aller quelque part pour chercher ses intérêts. Par contre, je vais reprocher aux forces qui acceptent de servir de vecteurs aux intérêts d'une puissance étrangère. Et donc, pour n'importe quel changement dans cette région-là, il faut être très vigilant à l'égard de ces puissances-là. Je terminerai là-dessus. Quand je dis qu'il faut avoir une vision, et une vision avant d'arriver au pouvoir, parce que si vous ne construisez pas une vision pour vous-même, une fois au pouvoir, quelqu'un va venir vous imposer sa vision. Hein? Et que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan idéologique et institutionnel. Et c'est ce que nous avons vu un peu partout, et parfois ça s'est traduit par des situations aussi désastreuses que la Syrie et le Yémen. Voilà. Vous avez parlé aussi un peu de la COVID-19, de la situation de la pandémie. Est-ce que cette pandémie-là est utilisée à des fins politiques dans la région? Est-ce que ça permet une tendance un peu plus autoritaire? Est-ce que ça peut être utilisé à des fins répressives? Quelle est la situation de la pandémie sur ces mouvements-là ou sur la réalité politique de ces pays-là? Ouais. Alors, le début de la pandémie a créé une sorte d'arrêt, parce que tout le monde était dans l'expectative à l'image du reste du monde. On ne savait pas trop à quoi s'en tenir, combien de temps ça allait prendre, etc. Et donc, ça a gelé pratiquement l'ensemble des activités politiques. Mais ça ne veut pas dire que les choses se sont complètement arrêtées. Vous savez, des affrontements se sont poursuivis en Libye pendant la pandémie. En Algérie, les manifestations se sont arrêtées. Et puis, c'est vrai que ça a mis pendant un certain temps, dans le cas de l'Algérie, une halte à la fois au mouvement populaire et à la réaction de la part du pouvoir. Et bien entendu, il y a certainement l'espoir dans un pays comme l'Algérie que la pandémie mette un terme aux manifestations, ça c'est de la part du pouvoir. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'opposition n'a pas hésité à sacrifier la santé publique juste pour reprendre les manifestations. Donc vous comprenez que la volonté de faire marcher ou de faire fonctionner la conjoncture à ses propres intérêts, elle existe de part et d'autre. Mais je ne crois pas non plus que ça puisse tout arrêter. Regardez le mouvement populaire au Liban, qui ne s'est pas arrêté non plus pendant la pandémie. En Irak également, la guerre au Yémen, elle se poursuit. Maintenant, sur l'impact sanitaire de la pandémie, je ne suis pas un expert. Je ne suis pas un expert, mais en tout cas, même si les pays de la région n'ont pas été touchés, à l'exception de l'Iran ou de la Turquie, n'ont pas été touchés de manière aussi dramatique que le Brésil ou les États-Unis, etc., l'effet est malgré tout
là, avec des gens qui sont atteints, avec des gens qui sont morts et surtout avec des gens qui souffrent de façon très, très sérieuse sur le plan économique et social, à l'image des Tunisiens qui sont sortis dans la rue à cause de cela. En Libye également. Et je crois que les gouvernants, au même titre que les oppositions, doivent comprendre que leur rôle, en gérant les affaires publiques ou en aspirant à les gérer, c'est aussi d'avoir des stratégies pour soulager un peu la population. Le problème dans cette région du monde, c'est que les questions idéologiques ou politiques dominent les esprits. Donc, il y a beaucoup de politiciens et de politiciens. Ça, la région n'en manque pas. Il y en a à revendre. Ce qui manque dans la région, ce sont des hommes et des femmes d'État, d'accord, qui comprennent que leur rôle, ce n'est pas uniquement d'arriver au pouvoir, de se maintenir au pouvoir. Leur rôle, ce n'est pas juste d'abattre le gouvernement d'aujourd'hui pour le remplacer, mais c'est aussi d'avoir une vision, une stratégie, une politique pour servir la population qu'ils veulent représenter. J'ai une question par rapport aux droits des femmes. Est-ce que ces femmes-là qui ont été au centre des manifestations il y a 10 ans, est-ce que c'est un constat aussi dramatique qu'on peut tisser, qu'on peut avoir 10 ans plus tard? Quelle est la situation des femmes et des droits des femmes dans les pays qui ont vécu ces révoltes-là? Oui, alors d'abord, vous avez raison de dire que les femmes étaient partie prenante de la première vague, hein, la première phase du printemps arabe. Elles ont joué un rôle de premier ordre. Bien entendu, dès que les armes commencent à parler, d'accord, vous le savez, hein, l'histoire des conflits nous le montre, hein, les premières victimes, ce sont les femmes et les enfants. C'est automatique. Donc, la région n'est pas différente en la matière. Partout où le printemps arabe s'est militarisé, les femmes ont été les premières à en payer les conséquences. Maintenant, sur la question des droits, là, je veux dire, je ne peux pas m'empêcher à penser à ce qui s'est produit le 8 mars en Algérie. Le 8 mars, vous savez, c'est une journée de lutte et de combat, et donc forcément, il y a des femmes qui sont sorties pour manifester avec des slogans favorables aux femmes, des slogans féministes très particulières à leurs conditions. C'est tout à fait normal. Après tout, c'est le 8 mars. Right? Le problème, c'est que ce qui s'est produit, c'est que les mêmes personnes, y compris des femmes malheureusement, qui participent au mouvement populaire, ont complètement submergé cette manifestation qui se voulait être pour les femmes. Et au lieu d'avoir des slogans qui revendiquent les droits des femmes, bien qu'est-ce que nous avons eu, les slogans violents dont j'ai relevé le problème tout à l'heure. Et cela, je ne parle même pas des manifestants qui ont voulu arracher des banderoles qui comportaient des slogans féministes, etc., etc. Et alors, la réponse qu'on donne aux femmes, en Algérie et ailleurs, ce n'est pas encore le moment. Pour le moment, il faut abattre le système, il faut abattre le pouvoir, il faut abattre le gouvernement. Ensuite, on pourra parler des questions. Mais voyez-vous, ça, c'est une vente concomitante. C'est une vente concomitante parce que, encore une fois, vous avez dans le mouvement populaire actuel algérien un vecteur islamiste qui est fondamentalement opposé aux droits des femmes, comme l'égalité, comme à la protection contre la violence familiale ou la violence contre les femmes dans la rue, etc. Donc, ce n'est pas encore le temps. Ça signifie juste, il ne faut pas que ça soit à l'ordre du jour jusqu'à ce que j'arrive au pouvoir. Et quand j'arriverai au pouvoir, je fermerai tout. C'est ça le risque qu'il y a aujourd'hui. Bien entendu, ma lecture n'est pas nécessairement partagée par tout le monde. Hein. Elle n'est pas partagée par tout le monde. J'ai lu des textes de féministes après le 8 mars qui défendaient le point de vue différent, un point de vue totalement différent, et qui considèrent que l'alliance actuelle avec les mouvements radicaux est une alliance stratégique tout à fait bénigne.
c'est pas mon point de vue, d'accord, mais il existe chez des gens. Et d'ailleurs, en parlant de perspective, même si je défends autant que je peux mes positions à travers des arguments que je veux rationnels, je ne prétends pas être le seul à avoir une perspective sur ces questions-là. Mais enfin, il y a un effet paradoxal sur la question des femmes. D'un côté, elles sont là, les voix existent, mais de l'autre, la volonté patriarcale ou néo-patriarcale, elle est là, et je dois l'avouer, elle est plus forte que les voix favorables aux droits fondamentaux des femmes. J'ai une question par rapport à la définition. Quelle est votre définition du printemps arabe? Est-ce que tout soulèvement ou toute mobilisation dans les pays dits arabes, dans la région, est un printemps arabe, puis peut être associé à ce même mouvement-là? Merci beaucoup pour la question, parce que ça me permet de préciser quelque chose de très simple. C'est juste un élément, c'est juste une expression commode qui permet d'analyser un certain nombre de phénomènes qui se sont produits depuis 2011. Hein, c'est tout. C'est-à-dire que ça a une valeur didactique plus qu'une valeur épistémologique. D'accord? Donc, ça ne relève pas de la vérité, ça relève vraiment de la clarté du propos. Maintenant, vous pouvez me suivre sur d'autres gens qui parlent de ces phénomènes-là et ne jamais utiliser l'expression printemps arabe. Je l'utilisais juste pour qu'on soit un peu d'accord sur ce qui s'est produit, c'est tout. Tout à fait. Et j'aurais une dernière question. Est-ce qu'il y aurait une quatrième phase possible dans une quatrième vague? Si oui, où et quelle forme elle pourrait prendre? Est-ce qu'elle serait différente? Est-ce que ça serait des conjonctures politiques différentes? Est-ce qu'on peut s'attendre à une quatrième phase du printemps arabe? Alors, vous avez deux phases fondamentales. C'est la première et la deuxième. La première, elle est non violente. La deuxième, elle est violente et militarisée. Ce que vous avez à partir de la troisième ou ce qui pourrait venir après, ça va être juste une variation de l'une des deux, comme par exemple, comme j'ai essayé de l'expliquer par rapport à l'Algérie, vous voyez comment ce qui s'est produit en Algérie depuis 2019 correspond à la première phase du printemps arabe, mais il a évolué vers quelque chose qui est plus confrontationnel sans être militarisé. D'accord. Mais ça reste une combinaison des deux. D'accord. Ce qui ne s'est pas encore produit et qui aurait pu se produire, ou c'est quelque peu produit, c'est la Tunisie, d'accord, et c'est un peu ce que j'espère, hein, c'est qu'on aille vers des changements qui ne soient pas confrontationnels. C'est-à-dire que, et là je ne sais pas si je vais pouvoir véhiculer mon idée, c'est que pendant les périodes d'ébullition, comme celle qu'on connaît, c'est là qu'il faut d'abord reconnaître la pluralité des sociétés. Ça, c'est la première des choses. Le premier élément, c'est de reconnaître la pluralité. Et cette pluralité, elle peut être de genre, hommes-femmes, elle peut être une diversité idéologique, elle peut être une diversité religieuse, linguistique, etc. etc. Le reconnaître, d'accord, le reconnaître, et puis comprendre que ce n'est pas quelque chose de temporaire, comme c'est dans l'esprit de beaucoup de gens, et notamment dans l'opposition. C'est temporaire le temps que j'arrive au pouvoir et que j'uniformise tout. D'accord, que la diversité, c'est quelque chose, c'est un fact of life qui va rester avec nous pour l'éternité. Si on accepte cette réalité-là, d'accord, on est dans l'obligation de développer des capacités de dialogue. Alors maintenant, le dialogue ne signifie pas faire ami-ami. Le dialogue peut porter sur des choses extrêmement conflictuelles, sur lesquelles les opinions ne sont pas les mêmes. Mais le simple fait de discuter avec quelqu'un qui a une opinion profondément différente de la mienne m'obligera automatiquement à modérer la mienne. Automatiquement. Et donc, je crois que c'est quelque chose à laquelle on doit s'entraîner déjà dans l'opposition. Pour éviter le blocage que les Tunisiens connaissent aujourd'hui, ou le désastre que les Libyens connaissent aujourd'hui, qui sont incapables de se parler. D'accord. Donc le dialogue, et vous savez que l'un des courants
de la philosophie morale les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, c'est la fameuse éthique de la discussion. D'accord? Et c'est là-dessus que je crois que nous devrions, en tout cas c'est le rôle de gens comme moi, hein, d'en parler et d'essayer de l'opérationnaliser à l'échelle populaire, à l'échelle de la classe politique. Dernier élément de cette autre vague que je souhaite, mais qui ne s'est pas encore produite, c'est une vague dans laquelle l'action politique, elle est contrainte systématiquement par l'éthique de responsabilité. C'est-à-dire que mes actions ne doivent pas être justifiées par les fins que je poursuis. D'accord? Parce que nous avons des fins qui ne sont pas toujours les mêmes. Et si je me mets, moi, à justifier ma fin à travers, mes moyens à travers ma fin, et l'autre à justifier sa fin à travers ses moyens, nous allons droit vers la confrontation. Et ce n'est pas ça que nous devons faire. Je redirai pour terminer très rapidement ce que j'ai dit la première fois. Je me suis exprimé, encore une fois, sur le printemps arabe à l'UQAM, après la Tunisie. C'est pour dire que le défi, c'est vraiment la construction institutionnelle. Et cette construction institutionnelle ne doit pas être la victime de la polarisation idéologique ou politique et des affrontements politiques. Il y en aura toujours, l'affrontement politique, il y en aura toujours. Mais je crois qu'il y a un stade de conscience supérieur qui doit être celui du dialogue, de la responsabilité, de l'éthique de la discussion et des institutions. Oui, j'aurais envie de dire que ces dialogues-là, ces espaces de discussion-là sont nécessaires encore plus dans ce monde de plus en plus polarisé partout dans le monde. Merci beaucoup, M. Chenoufi, pour tout ce tour d'horizon et cette présentation toujours aussi intéressante. C'est vraiment un plaisir de vous entendre à chaque fois. Je voudrais seulement, on a eu plusieurs questions par rapport à est-ce que cette conférence-là sera disponible. Je veux seulement vous réitérer que la conférence sera en format balado et aussi sur YouTube, sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez y avoir accès par la suite. C'est un des bienfaits de la pandémie, c'est qu'on peut réutiliser, que ces conférences-là soient accessibles au-delà du moment présent. Merci d'avoir été avec nous. Merci encore, M. Chenoufi. Et je vous invite à suivre tous les événements et toutes les prochaines conférences qui auront lieu dans le cadre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord de la chaire Raoul-Dandurand. On a plein de choses qui s'en viennent et je vous invite à rester à l'affût. Merci beaucoup. Bonne journée.